Merci. Je parle comme ça, là. Bon. Bon, je vais lire. Hein, j'espère que ça sera supportable. Ouais, vous pouvez faire des signes si vraiment c'est trop pesant. Puis je crois que je serai interrompu aussi, donc pour un peu débrider tout ça. Bon. Au fond, peut-être que ce sera le point de vue psychiatrique qui sera un peu exposé là. Il faut d'abord reconnaître le succès médiatique contemporain. On m'entend là ? Il faut d'abord reconnaître le succès médiatique contemporain de la dépression, tandis que c'est une notion quasiment absente du lexique freudien. Ce succès n'est pas sans lien avec l'avènement d'une autre figure de la négativité psychique, les états limites, qui est un autre concept syndromique évidemment post-moderne, s'il en est. Post-moderne est compris au sens de Lyotard, de Jean-François Lyotard, le philosophe, soit d'une disparition des grands récits fondateurs d'un épos collectif, d'un récit collectif, la théologie, le marxisme, la psychanalyse, pour en citer parmi les plus marquants. Tel que le sociologue Alain Ehrenberg l'a remarquablement montré, la subjectivité post-moderne se trouve réduite aux acquêts de sa programmatique narcissique, rétractée sur son individualité et dès lors prédépressive ou limite. En référence à l'état limite. La psychiatrie actuelle, d'inflexion phénoméniste, c'est-à-dire naturaliste et non phénoménologique, qui elle-même requiert la phénoménologie, le retour à la chose même, suivant Husserl, c'est-à-dire de reconduire l'expérience vers son sens le plus intime et ultime. Donc cette psychiatrie d'inflexion phénoméniste entend rabattre la mélancolie sur la dépression. Elle en fait un trouble transnosographique qui suppose un continuum entre dépressivité, dépression et mélancolie, continuum formalisé sous le coup de butoir d'études essentiellement statistiques. Surgit alors le concept intégrateur de bipolarité censé remplacer celui de psychose maniaco-dépressive, suivant le modèle Kakiscal et ses épigones. Agop Kakiscal, c'est un psychiatre américain de San Diego qui travaille surtout sur des statistiques et des modèles comme ça, biologiques, tempéramentaux. Il réactualise un peu Kretschmer, dans ceux qui connaissent. Donc une espèce de moi biologique émancipé comme ça au travers d'études statistiques. Donc ce modèle de la bipolarité a abouti on finit par s'imposer et avec l'absorption de la mélancolie dans un faux concept, pour moi un faux concept de dépression avec signes psychotiques. C'est comme ça dans les SM on parle de la mélancolie, c'est dépression with psychotical signs. Ce qui est requis n'est plus une opposition phénoméno-structurale entre dépression et mélancolie, mais une différence seulement quantitative de par l'intensité des signes, le degré du ralentissement idéomoteur et ou de souffrance morale, et la supposée greffe, mais alors vicariante, de signes psychotiques, essentiellement le délire ou les hallucinations. Ouais, je vais parler un peu de la dépression pour ensuite spécifier la mélancolie. Il faut sûrement faire droit aux travaux de Daniel Vildoché et de son école de la Salpêtrière pour avoir exaucé le paradigme du ralentissement dépressif, jusqu'alors dilué dans le registre plus générique de l'inhibition psychomotrice. Le ralentissement dépressif suppose un socle bioéthologique de niveau prépsychique, puisqu'il ne ferait pas sens par lui-même, mais influerait sur la dynamique des processus psychiques, en se spécifiant d'une forme active et intentionnelle de réponse à l'expression d'une perte. Je cite Vildoché. Le ralentissement idéomoteur, même s'il manque parfois, est commun à tous les états dépressifs, y compris mélancoliques, et permet notamment d'expliquer l'efficacité des chimiothérapies dites antidépressives sur l'ensemble de ces troubles. Les antidépresseurs relancent la capacité d'initiation de l'action du sujet en état dépressif, ainsi que la gamme de ses éprouvés affectifs qui se trouvaient jusqu'alors réduits à la seule dysphorie triste. Le paradigme du ralentissement dépressif convoque aussi bien l'existence de modèles animaux qui peuvent s'apparenter à des formes de réactionnalité dépressive, principalement celui dit d'impuissance apprise, learned helplessness, de Seligman, pour lequel l'animal est soumis à une situation telle qu'à un certain moment, il se fige en refusant l'alternative de la fuite ou du combat, pour sembler se résigner à faire le mort. Ces modèles animaux servent même de matrice au protocole d'expérimentation des molécules plus tard utilisées chez l'homme, avec leur risque stérilisant de redondance, obérant la découverte de nouvelles molécules qui ne franchiraient pas ces tests.
Le clinicien constate bien que malgré l'immense effort des psychiatres d'obédience biologique ou de leurs sponsors et de leurs sponsors pharmaceutiques, le champ nosographique de la dépression reste imprécis dans ses limites, sans compter ses implications financières en termes de remboursement des soins, et qu'il recouvre de fait, à l'instar des pulsions freudiennes, une zone de jonction entre le somatique, le cryptique, l'endogène, et le psychique. C'est le niveau de la vitalisation des psychiatres phénoménologues au sens d'un trouble du corps vécu incarné, du Leib, en deçà de la distinction du psychique et du corporel. Pour Tatossian, c'est un psychiatre phénoménologue qui a écrit une espèce de bible qui s'appelle La phénoménologie des psychoses. La dépression ne siège pas seulement dans les doléances psychiques du déprimé, mais aussi et encore plus dans la pauvreté des gestes et de la mimique, dans le regard terne, dans le mélange de flacidité et de contractures musculaires, dans le vieillissement apparent et le rajeunissement à la guérison, dans les vécus de lourdeur du corps, d'oppression thoracique et globale, de fatigue et de mal-être indéfinissable, comme dans les troubles du sommeil, de la digestion et de la sexualité. En son fond, la dépression est un trouble du corps vécu, et les doléances corporelles n'ont rien d'imaginaire. Fin de citation. Il convient de rappeler ici les travaux d'un autre psychiatre phénoménologue, Erwin Strauss, on a parlé ce matin, qui a montré la solidarité originaire chez le vivant animal du sentir et chez l'homme du ressentir, le sens des sens, qui désigne alors chez Strauss l'existentialité du sentir, et du se mouvoir, du sentir et du se mouvoir. L'inhibition psychocorporelle dépressive concerne éminemment cette atteinte du sentir, du pathique, tout aussi bien du transpassible, c'est des équivalents de Maldinet, en un blocage de l'éprouvé et de ses totalités pathiques, qui renvoie à Lumwelt et principalement dans le cas de la dépression à l'intersubjectivité, blocage de l'intersubjectivité. On retrouve ici l'importance du modèle des troubles de l'attachement, évidente dans la dépression anaclitique de Spitz, mais aussi le reflux quasi-autistique sur le corps de la dépression essentielle de l'école psychosomatique de Paris, ou encore de la dépression masquée de Kielhoz, un concept un peu discutable, mais enfin, qui a eu son heure de gloire, la dépression masquée. On peut situer l'habitus du dépressif névrotico-réactionnel non mélancolique, comme essentiellement tendu d'ambivalence, à la fois soumis et se vouant activement à ou en une double contrainte. L'angoisse dépressive, devrait-on dire, énoncée avec les travaux de Donald Klein, c'est un Anglais, donc qui a travaillé sur l'importance du continuum anxio-dépressif, c'est lui qui a lancé le concept qui a fait Flores d'attaque de panique, qui montre qu'au fond, avant la dépression, il y a toujours de l'angoisse, qui précédait prodromiquement les troubles, et que c'est l'effondrement des défenses par l'angoisse qui donne lieu à la dépression clinique. Et l'on sait, avec les travaux de Donald Klein, l'importance du continuum anxio-dépressif. Donc cette angoisse dépressive tient ensemble de l'anticipation douloureuse d'avoir à réengager l'action dans le registre de l'accrochage à l'objet. C'est le vecteur contact de Zondi, ou ce que Hermann appelle la pulsion de cramponnement. Action que le sujet sait ou feint de croire nécessairement destinée à l'échec. Donc d'un côté, l'accroche à l'objet, l'accrochage, et d'autre part à la résignation d'y renoncer, car le détachement d'avec l'objet, en général du fait d'un idéal du moi trop rigide, de fait inaccessible, est ressaisi comme impossible. Les schèmes automatiques de pensée négative, l'anticipation négative ou encore la fameuse perte de l'estime de soi constituent la cible de l'approche cognitive de la dépression, mais rappellent aussi ce que Lacan, dans Télévision, invoquait à propos de la dépression, d'une sorte de déni du symbolique, d'un échec dans l'éthique du bien-dire, d'une lâcheté morale, au sens des passions tristes spinozistes, non sans lien avec le modèle de l'ascédie monastique dont on sait qu'elle se noue dans le registre moral. Il s'agit d'une forme paradépressive, donc l'ascédie, décrite à l'inauguration des premières communautés monastiques chrétiennes, dans lequel l'excès de piété finit dans son contraire, et dont la prescription thérapeutique, selon les pères de l'Église, devait consister en un retour sur les tâches corporelles. Le soi dépressif est mauvais comme son monde. Il connote négativement, sans la perdre, ce qui signerait la psychose, ce que Merleau-Ponty et avant lui Husserl nommaient l'ourdoxa, la croyance primordiale au monde, en deçà de toute thèse objectivante sur ce monde. Le soi dépressif se concentre dans un dualisme effrayant
qui n'est pas sans rappeler celui de la vision gnostique d'une matière mauvaise en laquelle toute naissance fait chute et s'encrypte. Donc dualisme effrayant entre d'un côté un corps chosifié du dedans de lui-même et de l'autre un psychisme en partie dessaisi de son ancrage corporel et largement réduit au constat de cette réification. Le titre initial de la nausée de Sartre était Mélancolia. Roquentin, au terme d'une certaine réduction phénoménologique ou époquée, s'identifiant à la racine du marronnier, elle-même prise dans le tout de la nature pourtant maîtrisée d'un parc public du Havre, se découvre illégitime, de trop, pure contingence ayant à s'assumer s'il le peut et le veut dans un projet libre. Sartre décrit le versant névrotique prédépressif, ce collage visqueux à soi comme en trop, injustifiable, dont sa philosophie de la liberté, c'est-à-dire du désir et du néant, est une issue. Citons ici Fédida. La forme addictive que revêt la plainte dépressive donnerait à penser qu'il s'agit pour elle d'une véritable dépendance au psychique, le psychique étant à la fois le motif de la plainte, son objet nourricier, et ce qui obsessionnellement fait souffrir et doit être annihilé. Il s'agirait d'un moi qui, par désinvestissement narcissique, s'analyse, avec un « i », c'est Gromberger dans le narcissisme qui dit des choses comme ça, qui vaut pour son reste impossible, qui est le deuil incessamment réactualisé de son désir. Julia Kristeva écrit de son côté « En se dépréciant et en se détruisant, le dépressif consume toute possibilité, on pourrait ajouter d'introjection d'objet, enfin toute possibilité d'objet, ce qui est aussi un moyen détourné de le préserver ailleurs, intouchable. Les seules traces d'objectalité que conserve le dépressif sont les affects. L'affect est l'objet partiel du dépressif, sa perversion au sens d'une drogue qui lui permet d'assurer une homéostasie narcissique par cette emprise non verbale, innommable, et pour cela même intouchable et toute puissante, sur une chose non objectable. Une chose, à l'empreinte à Lacan. Pour Fédida, la dépression est cette expérience de je pense que vous en avez parlé longuement hier. La dépression est cette expérience de la disparition et cette fascination par un état mort, peut-être un mort, qui serait la seule façon de rester vivant inanimé. Et l'on pourrait ajouter, au contact même, par soi effrayant et fascinant de ce mort. La psychanalyse contemporaine s'est de fait beaucoup intéressée aux états mélancoliformes qui sont davantage du registre narcissique-objectal. On peut citer les travaux de Jacques Assoun sur la cruauté mélancolique, de Marie-Claude Lambotte sur le discours et l'esthétique mélancolique, ou encore le concept de mer morte d'André Green. L'importance de la sidération de l'espace fantasmatique, d'une passionnalité douloureuse du vide, d'une cruauté primitive d'origine narcissique sont ainsi mises en exergue. Pour autant, la mélancolie des aliénistes paraît d'une toute autre essence. C'est de ça dont je vais parler. Donc la phénoménologie de la mélancolie. Il s'agit en premier lieu d'une perte en bloc de l'affectivité, autrement plus radicale que la massification dépressive sous l'espèce de la dysphorie triste. Le sujet mélancolique, littéralement, ne ressent rien, et non pas plus rien, tel le dépressif encore nostalgique de son objet perdu, fasciné par sa déréalisation et comme réinvaginé dans son affect glaciaire. Ça, c'est Fédida qui parle d'affect glaciaire. Dépris de tout affect, détenu et dépersonnalisé dans un vécu d'impuissance à ressentir déjà fautif, ineffable sentiment de l'absence de sentiment, c'est l'expression d'Erwin Strauss, d'Esquirol aussi. C'est l'arrêt sur image mélancolique, une époquée sans reconduction à un sens nouveau, sans billet retour, à la différence de la réduction engagée par le phénoménologue philosophe. Et cette époquée sans réduction est celle de toute psychose, qui touche à l'évidence intrinsèque de la continuité de l'expérience, soit à l'ipséité, c'est-à-dire au vécu d'auto-appartenance subjective. Binswanger reprend comme un leitmotiv, notamment en revenant à la fin de son œuvre à la question de la psychose maniaco-dépressive, cette phrase de Husserl, c'est essentiel ça. Le monde réel ne réside que dans la présomption constamment prescrite que l'expérience continuera de se dérouler selon un même style consécutif. Selon le même style constitutif. Je la répète, une phrase des recherches logiques. Le monde réel ne réside que dans la présomption constamment prescrite que l'expérience continuera de se dérouler selon le même style constitutif. C'est seulement à partir du défaut de cette présomption de continuité de l'expérience, selon un même style constitutif, qu'on peut parler avec rigueur de psychose. Inversement, cela sous-tend que l'expérience saine ou névrotique comporte implicitement l'assurance de cette présomption
est elle aussi délirante. Pour la phénoménologie, la névrose est aussi délirante que la psychose. Mais ce délire, Weizsäcker l'appelle le délire de sécurité. Justement, le fait que ça fasse continuer dans le même style, cette présomption de continuité de style, c'est ça, être normal, au sens visuel du terme. L'époque schizophrénique, telle que Blankenburg puis Tatosian l'ont caractérisée, destitue quasi entièrement l'ipséité et engage ce que la psychanalyse des psychoses, par exemple, à travers les travaux de Racamier ou de Pierre Olagnier, ont référé à la logique singulière de l'auto-engendrement. Le mélancolique a perdu tout uniment le monde et le temps, mais contrairement au schizophrène, pas radicalement son moi, lui-même totalement identifié à un surmoi archaïque. D'où son négativisme, qui n'est pas identiquement celui du schizophrène. Car nous le verrons plus loin en nous appuyant sur Tellenbach et Maldinet, l'époque mélancolique porte sur le lien constituant entre projet, Entwurf, et déréliction, Geworfenheit, selon l'articulation qu'on a proposée à Heidegger dans les traitants. Pour tâcher de mieux comprendre l'opposition dépression-mélancolie, on doit, avec Georges Charbonneau, qui travaille à Paris 7, on en parle, tenter de différencier phénoménologiquement deux niveaux de l'affectivité, l'euphorique et le thymique. Le niveau euphorique est celui qui, pour le dire avec Kristeva, aux frontières de l'animalité et de la symbolicité, implique nos réactions ultimes, implique les réactions ultimes à nos traumatismes, nos recours homéostasiques de base. Il signifie la portance, foreign, c'est ça. Euphorique, foreign, portée, amphore, métaphore. La portance du moi, qui est pour Charbonneau directement en résonance avec l'intersubjectivité, et qu'il caractérise à contrario par le modèle dysphorique de l'ivresse. Fedida dit aussi bien que la dépression réside non seulement dans le figement d'une forme d'état triste, mais encore souvent, il en parle à propos de Solness, qui est l'interprétation de, c'est la pièce d'Ibsen, avec une postface de Maldinet, j'ai une étude de Binswanger extraordinaire, et la postface de Maldinet aussi, sur la présomption dépressive. Justement, le fait que ça peut remonter comme ça, et que c'est probablement le suicide dans la dépression, c'est quand après la présomption, ça retombe. Là, il y a le sujet dépressif qui commence à aller mieux, il se trouve dans une sorte de présomption, et il retombe, et là, le risque suicidaire est massif. Donc, Fedida dit aussi bien que la dépression réside non seulement dans le figement d'une forme d'état triste, mais encore souvent dans des tentatives de réanimation de soi, souvent exultantes et équivalent à l'alcoolisation d'un affect. Par opposition, le thymique recouvre le niveau de base de l'existence, selon Jacques Scott, de pure réceptivité, d'ouverture qui est celui de la Befindlichkeit heideggerienne, traduite par disposibilité, affection, enfin bon, plusieurs. Évidemment, la traduction d'Heidegger, c'est une bagarre incessante, et qui pour Charbonneau, en cela héritier d'Heidegger, relève de la temporalité authentique ou constituante. La dysphorie, c'est pas du côté de la temporalité, au fond. C'est le thymique qui est du côté de l'historialité. C'est pour ça. Tel que le conçoit Heidegger, la disposibilité ouvre le Dasein au monde via son intonation affective, sa Stimmung, en une précompréhension qui peut seule, de plus loin et de plus tôt que tout autre indice, exposer le Dasein à son être jeté, pour dès lors, tel que l'écrit Maldinet, justifier sa facticité. Cela sera tout le problème de la mélancolie, pour laquelle, même si précise Binswanger, cette indisposibilité, qui est une espèce de barbarisme, indisposibilité, c'est l'absence d'être d'humeur, n'autorise aucune compréhension globale de la phénoménalité mélancolique. Pour Binswanger, encore, l'indisposibilité est d'ailleurs commune à la phase d'initiation de toutes les crises psychotiques. À l'orée de toutes les crises psychotiques, il y a cette désaffection radicale. Le mélancolique souffre d'un suspens. D'ailleurs, la pendaison est un mode fréquent de suicide mélancolique. Souffre d'un suspens, d'une saisie en chiasme entre une existence toujours déjà perdue, ce que Lacan appelait la deuxième mort ou la mort symbolique, et une vie biologique qui continue malgré tout indignement de lui renvoyer ses stigmates interoceptifs. Chiasme qui définit une sorte de zone grise que Lacan appelle l'entre-deux-morts. D'ailleurs, il introduit Lacan ça à propos d'Antigone et du désir, et pas à propos de la mélancolie, mais c'est repris plus tard. Cette souffrance princeps de la mélancolie est exemplifiée dans le fameux syndrome de Cotard ou délire de dénégation.
Il s'agit d'une forme particulière de mélancolie caractérisée par la prédominance de l'anxiété, la relative absence d'inhibition et la présence d'idées pseudo-mégalomaniaques, selon l'expression de Cotard, d'immortalité dans le registre temporel, d'énormité dans le registre spatial, de perte de vision mentale, mais aussi de négation des organes et même de sa propre identité. Une patiente de Cotard, pour parler d'elle, se désigne en disant « la personne de moi-même ». Un autre, atteint de perte de vision mentale, se plaint qu'il lui est devenu impossible de représenter les objets les plus familiers. Un troisième dit être damné et destiné à brûler éternellement. Il dit encore que son corps est pourri, qu'il n'a pas de sang, qu'il n'a pas de pouls, que son cœur ne bat plus, que sa tête est vide, qu'il n'a pas de figure humaine. Il attend la fin du monde qui est proche. Un quatrième cas de malade rapporté par Cotard est celui d'une femme qui soutient qu'elle a le gosier retiré. C'est 1888, pour situer. Qu'elle a le gosier retiré, qu'elle n'a plus d'estomac, plus de sang, elle ne mourra jamais, elle n'est ni morte ni vivante, elle est une personne surnaturelle, sa place n'est ni parmi les vivants ni parmi les morts. Elle n'est plus rien, elle supplie qu'on lui ouvre les veines, qu'on lui coupe les bras et les jambes, qu'on lui ouvre le corps pour s'assurer qu'elle n'a plus de sang et que ses organes n'existent plus. Cotard écrit « Chez ces malades, l'idée d'immortalité est quelque peu paradoxale qu'il puisse paraître, une idée hypocondriaque. C'est un délire triste relatif à l'organisme. Ils gémissent de leur immortalité et supplient qu'on les en délivre. » Le mélancolique de Cotard se tient dans le temps eschatologique d'une mort qu'il ressent d'abord physiquement, mais qui, en une agonie interminable, n'en finit pas de ne pas survenir. Maurice Blanchot, par exemple. Si vous voulez, L'autre nuit, Blanchot, je trouve que ça a beaucoup d'écho dans la ou l'écriture du désastre. Seglas ajoute de son côté, Seglas commentera plus tard, c'est publié chez l'Harmattan, c'est extraordinaire. Seglas ajoute de son côté, lorsque le négateur dit être mort, ne plus exister, cela ne doit pas être entendu au sens matérialiste du mot. Ces malades disent qu'ils sont morts comme ils disent qu'ils n'ont plus d'organes. Or, ces idées hypocondriaques de négation ne traduisent qu'un état dans l'état des organes, de synesthésie. De même, les négateurs ne se croient pas réellement morts. Ils se croient en dehors du monde, dans une existence indéfinissable qui n'est plus la vie réelle, mais sans le repos de la mort physique, une espèce de survie douloureuse qui n'est plus pour eux qu'une sorte de mort. Fin de citation. On sait d'ailleurs qu'une ébauche de Cotard sous cette teneur hypocondriaque est patente dans toute mélancolie, le plus souvent au travers de l'arrêt vécu comme occlusif du transit digestif. L'ambivalence vie-existence du syndrome de Cotard renvoie à des formulations apparemment contradictoires chez Binswanger, dans Manie et Mélancolie, qui parlent chez le mélancolique à la fois d'une souffrance d'être au monde comme Dasein, mais aussi de fuite généralisée de l'être en vie du Dasein, déniant alors à l'angoisse mélancolique un quelconque statut existentiel. On peut cependant, avec Tatosian, référer l'angoisse mélancolique à une angoisse de ne pas pouvoir vivre. Dans toute mélancolie authentique, la mort biologique, écrit Henriet dans ses études, est à la fois crainte et désirée, avec le risque inhérent de suicide. Binswanger a insisté sur l'anistoricité mélancolique. Le quasi-sujet mélancolique ne s'explique plus avec lui-même, ce qui en fait encore une différence fondamentale avec la dépression, qui est une maladie éminente de la subjectivation comme crise de l'historicisation du soi. Dans la dépression, toute la douleur morale se rapporte à une impasse de la subjectivation et par là même se donne comme un événement historique. Le passé renvoie encore à une finalité active, à l'ambivalence d'un choix, à un possible, à une crise de l'historialité. Au contraire, dans la mélancolie, l'historialité, le pré-possible qui rend possible le possible, le pré-possible qui rend possible le possible, ce que Maldinet nomme le transpossible, s'effondre et disparaît. Pour citer Maldinet, ce dont le mélancolique ne peut pas s'acquitter, ce n'est pas simplement comme le dépressif de son passé, mais c'est de n'importe quel événement, de l'événement en tant qu'événement. L'anhistoricité mélancolique, mais aussi maniaque, rejoint ce qu'il en est de son improductivité existentielle. Le terme de Binswanger, improductivité existentielle. Binswanger écrit ainsi « Nous sommes habituellement surpris de voir comment la mélancolie passe sans laisser de traces chez les malades et avec quelle facilité ils oublient les souffrances qu'ils y ont éprouvées.
La guérison de la mélancolie en tant qu'expérience de la nature, pour Binswanger, c'est une expérience de la nature. Il n'y a pas de sujet de la mélancolie. Il n'y a pas de sujet de la mélancolie. C'est incroyable de dire des choses comme ça. Bon. La guérison de la mélancolie en tant qu'expérience de la nature et la renaissance du soi propre qui l'accompagne est quelque chose de tout autre que la réalisation du soi authentique sur l'arrière-fond ontologique de l'être exposé au néant de l'angoisse. À la limite, la psychiatrie phénoménologique va jusqu'à considérer que d'une certaine façon, tout le monde fait la même mélancolie. Tatossian, Charbonneau. On peut ici faire référence à l'efficacité des électrochocs dont Eptinger a montré qu'il relance la temporalisation en forçant de plus en plus durablement l'amnésie post-critique induite du vécu mélancolique. Au fond, dans l'électrochoc, le sujet oublie qu'il est mélancolique. C'est ça qui le guérit. Henriet voyait dans la mélancolie une déstructuration de la conscience temporelle éthique. C'est que la mélancolie se situe au point où temporalité et ouverture au monde des valeurs et des fins se confondent. Autrement dit, la structure temporelle de la mélancolie nous renvoie, là encore, à une anomalie de la structure éthique de l'être. Vous trouvez ça dans les études. C'est une déstructuration de la structure temporelle éthique de la conscience. La faute mélancolique est caractéristique des mélancolies là où la référence religieuse judéo-chrétienne domine avec sa notion de péché originel. Au fond, la faute mélancolique, c'est vraiment là où il y a le péché originel. Il n'y a pas, dans les pays asiatiques ou au Maghreb, il n'y a pas ça. Mais bon, comme il y a une espèce d'européocentrisme, bon, on croit que c'est comme ça partout, mais c'est pas vrai. L'autoreproche mélancolique est d'emblée révélé comme inexpiable, hors de tout procès moral qui nécessiterait une certaine tension dialectique inscrite dans une temporalité, voire sa possible rédemption. Tout cela dont le défaut confirme, s'il le fallait, sa phénoménalité délirante. On sait aussi l'interchangeabilité sur laquelle insiste Binswanger de l'autoreproche délirant au cours de la phase mélancolique. Moi, je me rappelle d'un patient qui, comme ça, c'était un ingénieur, il pensait avoir construit une route qui allait s'effondrer. Donc, tous les jours, il était inquiet, il me disait, mais bon, cette route va s'effondrer, il va y avoir des morts. Donc, où il y a eu des morts. On a téléphoné. Et puis, le lendemain, comme il a été rassuré là-dessus, il avait un autre thème, la vicariance du thème mélancolique. On guérit, c'est pour ça que ça ne marche pas, là. C'est pas en termes psychologiques que ça se passe. Tellenbach, autre grand nom qui a écrit un grand livre qui s'appelle La mélancolie, une approche ontophénoménologique de la mélancolie. Tellenbach concevait la faute mélancolique comme primaire, relevant directement de l'être en arrière de soi, aussi bien que l'être en dette à l'égard de soi propre à la rémanence du type mélancolique, qui définit pour Tellenbach la conditionnalité prépsychotique des mélancolies unipolaires. Tellenbach, il a travaillé à Heidelberg sur les unipolaires dépressifs, pas sur les bipolaires maniaco-dépressifs. On verra après la rémanence, je vous expliquerai ça. Revenant à la fin de son œuvre de l'analytique existentielle heideggerienne à une analyse husserlienne de la conscience constituante, Binswanger va concevoir l'altération du temps vécu mélancolique comme un relâchement des liens entre rétention, protension et présentatio, qui sont respectivement les vecteurs intentionnels husserliens propres au passé, à l'avenir et au présent empirique. Dans l'auto-reproche habituel de la mélancolie, la forme canonique de sa plainte est la suivante. « Ah, si je n'avais pas fait cela, je n'en serais pas là où j'en suis », sous-entendu dans l'état d'accablement mélancolique. Il s'agit d'une rétrospection douloureuse caractérisée par l'infiltration de la rétention par une protension, aboutissant à une possibilité vide. Inversement, la prospection mélancolique d'une catastrophe renvoie à l'infiltration de la protension par une rétention, puisque ce malheur est affirmé comme certain par anticipation. Vous voyez, il n'y a pas de présent authentique dans la plainte mélancolique. Ce n'est pas un présent authentique. Le passé déjà infiltre le présent, au contraire, le futur est surconditionné par un passé. Donc c'est l'ensemble de ces altérations définit un style de la perte qui, pour Binswanger, définit la singularité transcendantale de la mélancolie, pour laquelle aucun présent authentique ne peut survenir, mais qui produit un semblant d'unité stylistique à l'expérience ou la non-expérience mélancolique, à l'instar du délire paranoïde dans les psychoses schizophréniques. Ainsi que l'écrit Tatossian. Pour Binswanger, la mélancolie est perte, et l'expérience de perte est perte de l'expérience naturelle.
le thème où se réalise cette perte étant très accessoire. Binswanger écrit lui-même « Au mode d'expérience mélancolique s'applique naturellement le propos de la présomption constamment prescrite selon laquelle l'expérience continuera de se dérouler selon le même style, à savoir le style de la perte. » On peut évoquer ici le titre énigmatique de l'autobiographie de Louis Althusser, philosophe important dans les années 60, dans le moment structural. Lui-même, comme on le sait, maniaco-dépressif, dans son autobiographie s'appelle « L'avenir dure longtemps », qui suggère la protension vide comme en suspens d'éternité de l'état maniaque, et n'est pas sans écho avec l'intuition de Winnicott sur la manie lorsqu'il écrivait en 1935 que la défense maniaque consiste à dominer et maintenir les imagos parentaux en état d'animation suspendue entre vie et mort. Concernant la spatialité mélancolique, on connaît la rétraction de l'espace avec le délire de petitesse, la micrographie, mais aussi très exceptionnellement l'inverse, dans les délires d'énormité du Cotard, au cours duquel l'espace et le corps s'amplifient sans limite. Pour Tatosian, ce qui apparaît d'abord chez le mélancolique, c'est la perte de la proximité existentielle aux choses et donc de leur ustensilité. Zurandenheit, chez Heidegger. Les choses sont appréhendées comme isolées, sans renvoi intentionnel à la totalité. Elles restent dans le lointain, au sens existentiel et non métrique, et cet éloignement est vécu comme perte de la profondeur. Elles sont plates et sans relief, comme tout ce qui est hors de portée, vécu comme immobile. Elles ne sont plus intégrées dans un paysage. De même, comme insiste Binswanger, qu'il n'y a pas de véritable contenu formel à l'expérience mélancolique, c'est-à-dire ni vers quoi, ni à propos de quoi, il n'y a pas de contenu dans la pensée mélancolique. Il n'y a pas de contenu, c'est incroyable ça. Il n'y a pas de contenu. C'est pour ça que faut lire Binswanger quand même, parce qu'on ne comprend pas la mélancolie. Hein, on parle de la dépression, non, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de vers quoi ni à propos de quoi. L'idée du suicide d'ailleurs est un à propos de quoi qui donne un axe de futurition et qui guérit le mélancolique. C'est une guérison mortelle. Mais bon, voilà, je veux dire, mais ça l'a guéri en termes de, ça lui a donné un présent en quelque sorte. Hein. Dans cette préméditation, préméditer c'est soigner, hein, méditer c'est soigner, mais dehors je soigne. Donc il s'est soigné dans De même, comme insiste Binswanger, qu'il n'y a pas de véritable contenu formel à l'expérience mélancolique, ni de vers quoi, ni de à propos de quoi, et qu'on a ainsi pu parler dans la mélancolie d'existence dans le vide, l'espace est vide, se désensorialise, et la présence se verticalise dans une tension de pesanteur et de chute, ce que dit d'ailleurs le mot dépression, pression vers le bas. Comme l'écrit Tatosian, à la différence du névrotique, le corps du mélancolique est totalement identifié avec ce corps qui est le corps que je suis, et non le corps que j'ai. Le corps totalement statique du mélancolique a perdu toute capacité de se projeter dans le monde et l'espace ne peut être que vide. Fin de citation. Dans la mélancolie, Maldinet convoque aussi bien une forme d'échec de la présentation husserlienne que Binswanger, pour sa part, réfère essentiellement à la manie. C'est assez curieux, c'est que Binswanger fait une analyse de la mélancolie essentiellement à partir de la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est la présentation ? Mais pas la mélancolie. C'est assez curieux si vous lisez le livre. La présentation, L apostrophe A de P, le ap, cette espèce de recul pour avancer, cette espèce de mouvement. La présentation définit pour Husserl la rencontre de l'autre, c'est-à-dire comme alter ego, comme autre conscience. Toute la question pour Husserl, c'est comment cet autre-là, je peux lui prêter une intentionnalité, c'est une vie psychique, à partir de ma monade, hein, de mon propre espace mental. La façon de résoudre le problème de Husserl, c'est l'intersubjectivité transcendantale. C'est assez curieux, c'est une espèce de réponse mythique, un peu comme les pulsions freudiennes, vous voyez. La présentation définit pour Husserl la rencontre de l'autre comme alter, c'est-à-dire en tant que conscience constituante, à partir de la saisie analogique de son corps, donc je rencontre d'abord l'autre par son corps, et au fond, la présentation n'est ni strictement perceptive, ni strictement intellectuelle, mais surgit intimement des deux registres. Pour Maldinet, l'espace marginal ou l'horizon husserlien définissent la zone des potentialités apprésentatives, qui est celle de toute véritable communication et de rencontre.
Cela n'est pas sans lien, pense encore Maldinet, avec l'espace potentiel de Winnicott. Dans la mélancolie, écrit Maldinet, une attention pesante, collante, concentrée sur son objet, l'exclut et s'exclut de son environnement. Il se produit un repli de l'Umwelt, et on peut ajouter jusqu'à ses limitations punctiformes. Citer Freud, Deuil et mélancolie. Les mélancoliques n'ont pas honte et ne se cachent pas, car toutes les paroles dépréciatives qu'ils prononcent à l'encontre d'eux-mêmes sont au fond prononcées à l'encontre d'un autre. Et ils sont bien loin de témoigner à l'égard de leur entourage de l'humilité et de la soumission qui seuls conviendraient à des personnes si indignes. Bien au contraire, ils sont tracassiers au plus haut point, toujours comme s'ils avaient été lésés et comme s'ils avaient été victimes d'une grande injustice. Tout cela n'est possible que parce que les réactions de leur comportement proviennent encore d'une constellation psychique qui était celle de la révolte, constellation qu'un certain processus a fait ensuite évoluer vers l'accablement mélancolique. Tatossian, alors c'est la fin de citation. Tatossian rapproche la plainte mélancolique de la plainte paranoïaque par leur mode propre d'inauthenticité. Non pas performative, pas au présent, mais tout en préjudicare, déjà jugé en rétrospection douloureuse. Et surtout, cette plainte se fixe et se rapporte uniquement vers ce que Bin Kimura, un grand psychiatre phénoménologue, pour moi c'est immense Kimura, désigne comme un moi ayant été. Lui-même, toujours déjà surconfiguré en une forme particulière de temporalité, définie par ce même auteur Kimura comme post-festum. Kimura, il voit toute la psychopathologie par rapport au concept de festum. Donc, le festum, c'est l'instant pur, c'est l'instant de la pure présence à soi, l'hystérie de conversion, la manie, la paroxysmalité épileptique et l'état limite. Moment de pure présence à soi. Au contraire, le post-festum, paranoïa et mélancolie, c'est déjà joué, tout est dans le rétroviseur de l'existence. Et puis l'antéfestum, c'est la schizophrénie, c'est le sujet qui ne peut se rencontrer dans l'expérience, qui court derrière, qui est dans l'angoisse de ne pas s'advenir à lui-même, qui piétine devant sa propre existence, qui ne peut pas se rencontrer. C'est ça l'impossibilité schizophrénique et béphrénique. Et la paranoïdie, c'est-à-dire le moment paranoïde de scansion paranoïde, c'est le moment où le délire redonne aussi une temporalité, une sorte de présence à soi dans le moment du délire, ou dans l'expression du délire. Mais au fond, quand même, la temporalité de base de la schizophrénie, c'est l'être, c'est le sujet qui est antéfestum, qui voudrait pouvoir se rejoindre, qui ne parvient pas. Alors, au contraire, la mélancolie, c'est le post-festum, comme son frère en temporalité, le paranoïaque. C'est déjà joué. Tout se détermine par un moi ayant été qui est déjà lui-même surconfiguré. Donc c'est une plainte inauthentique. On pourrait même penser d'ailleurs que c'est une plainte d'être soi, d'avoir à être soi. C'est la plainte du paranoïaque, c'est une plainte, Tatossian dit ça, c'est une plainte d'être soi. D'avoir à endurer d'être soi. Kimura considère que la neutralisation impersonnelle du pré-mélancolique sous la forme du « on » est tout aussi bien chez lui que projetée sur son entourage. Par exemple, dans le cas Suzanne Urban de Binswanger, Binswanger dit que sa famille, c'est elle-même. Le soi est étendu comme ça. Il n'y a pas de dialectique soi-autre. La famille est déjà fait partie du soi. Ouais. Une espèce de soi expansif comme ça, pseudopodique, comme dirait l'autre. Krauss, qui a été l'un des continuateurs de Tellenbach, insiste sur l'hyperidentification du mélancolique dans une perspective sartrienne. Notre thèse, je vous cite Krauss, notre thèse est que dans la mélancolie, une insuffisance de l'ego-sujet empêche ce dépassement de soi qui est normalement accompli de manière permanente. De ce fait, le mélancolique est enfermé dans son ego-objet simultanément dévalué et se trouve donc dépouillé de sa liberté, de toute possibilité d'être et de devenir, avec un arrêt du temps intérieur, de telle sorte que cette réduction à l'ego-objet est thématisée de manière particulière dans les contenus délirants. L'analyse linguistique complexe et que nous ne pouvons pas reprendre ici, que propose Maldinet de la plainte mélancolique dans Psychose et présence, montre qu'en plus de révéler, comme le marque Freud, la révolte propre à sa condition pré-psychotique, elle est le seul acte du mélancolique,
la seule façon qu'il a de tenter d'effectuer ce que Weizsäcker, repris un peu par Fedida, nommait un cercle de formes pour retrouver du possible, c'est-à-dire une subjectivation. Le seul acte du mélancolique, c'est sa plainte. C'est sa seule façon de tenter de se rejoindre, mais en même temps, c'est une plainte refermée sur elle-même qui donne pas accès à un hors de soi, qui ne fait pas cercle de forme. Le type mélancolique définit pour Tellenbach une constellation personnologique prémorbide des formes unipolaires dépressives. Donc vraiment là, ça se limite aux formes unipolaires dépressives. Donc on n'a pas toutes les formes de psychose maniaco-dépressive, donc de mélancolie. Pour le type mélancolique, ce qui est surdéterminant tient au registre de l'ordre, par évitement de toute confrontation désirante qui présupposerait le dépassement d'une conflictualité. Par là, il est voué à ce que Tellenbach appelle un cercle pernicieux, une autocontradiction du Dasein, ou encore une incarcération. Le type mélancolique est enfermé ou s'enferme dans des limites qu'il ne peut finalement plus dépasser pour l'accomplissement régulier de ses ordres, aussi Tellenbach, et qu'il désigne par includence, en tant qu'elle requiert le registre spatial. Cette rigidité pré-mélancolique de la limite s'oppose à celle de l'autisme schizophrénique, pour laquelle il s'agira de se défendre absolument de toute altérité immédiatement menaçante ou déjà pénétrante. L'includence suppose que son Umwelt soit centré sur la proximité par rapport aux choses dans le sens d'un contact intensif avec ce qui est là, proximité par rapport au prochain dans le sens d'une communication sympathico-symbiotique. La limite est dans cet espace intérieur l'indésirable, ce qui gêne le cours régulier de l'existence. Tellenbach précise que le facteur includent consiste en ce qu'un tel individu voit se rétrécir les ordres de son être pour les autres et que, replié sur lui-même, il ne peut se saisir et se réaliser dans son être soi. Sur le plan temporel, l'équivalent d'includence, c'est la rémanence, l'être en arrière de soi. Et on l'a déjà vu, c'est déjà la faute qui engage eo ipso le vécu d'une dette ou d'une faute et qui contraint le type mélancolique à s'activer défensivement au sein du monde quotidien sur le mode de la précrastination, dans le même risque d'incarcération que l'includence. La perte qui va déclencher la mélancolie clinique est celle d'un morceau du monde auquel le sujet était lié dans une communication sympathique, faisant alors éclater l'autocontradiction du Dasein pré-mélancolique. Comme le montre Maldinet à partir de Tellenbach, il s'agit finalement dans la mélancolie, en reprenant les existentiaux heideggeriens de être et temps, d'un découplage entre la Geworfenheit, l'être jeté ou déréliction, dont le mode ontique est pour Tellenbach l'endogène. Oui, alors, le endogène, c'était très intéressant, c'est qu'au fond, la mélancolie, c'est une espèce de ressac sur, au fond, l'endogène, c'est pas strictement le corps et c'est pas strictement le psychique, c'est cette région entre, comment dire, vous voyez par exemple cette femme qui a fait de la spéléologie, qui est restée des mois et des mois comme ça sous terre avec des cycles menstruels qui duraient 40 jours, des journées qui faisaient... Elle a modifié quelque chose de Landon. Et c'est très étrange que la mélancolie, par exemple, si quelqu'un est mélancolique et que vous voulez le soigner, vous l'empêchez de dormir, vous l'empêchez de rentrer en phase paradoxale, et au bout de quelques jours, il va devenir maniaque. Il va guérir, mais il va rechuter. Donc il y a quelque chose là qui est vraiment à voir avec ce que Tellenbach appelle Landon, qui n'est ni le psychogène, ni le somatogène, qui est une région entre les deux, qui appartient aux deux, et qui ressort, alors pour Tellenbach, des rythmes vitaux essentiels, l'alternance nictémérale, les règles, mais aussi la sphère érotique, mais aussi la génialité. La génialité, ça viendrait de Landon. Un peu une idée aristotélicienne. Et c'est au fond, la mélancolie, en termes phénoménologiques, c'est un découplage entre cette région endogène et le projet qui va permettre de transcender cette espèce de données brutes. Heidegger appelle la facticité. Dans la mélancolie, dit encore Maldinet, le transpossible qui prépossibilise le possible s'émancipe par son échec. Le mélancolique n'est plus l'ouvreur de son projet, ouverture qui puisse donner lieu à la possibilité de quelque chose comme un monde, c'est-à-dire qu'il ne peut survenir à lui-même en se projetant dans un possible, dans la finalité d'un acte et donc dans l'histoire. C'est deux existentiaux heideggeriens, le projet et la déréliction, donc, l'être jeté et le projet.
Dès lors que le projet et la déréliction ne sont plus en implication mutuelle, dans laquelle ils s'opposent et se supposent, la présence humaine est rejetée à sa pure facticité injustifiable, qui correspond en réalité à l'andon. Pour finir, je voudrais dire quelques mots sur l'intérêt de la phénoménologie pour comprendre aussi, thérapeutique. Il y a un cas resté fameux, rapporté par Binswanger dans Manie et Mélancolie, qui est celui de Bruno Brandt. Cet homme, décidé à se pendre au petit matin, cherche un arbre dans le parc de la clinique où exerce Binswanger. Il aperçut, alors je vous cite le texte, il aperçut une belette ou un animal similaire en train de flairer à travers le feuillage. Là-dessus, il se dit « Tu n'as encore jamais vu de belette, donne-toi le temps. » Après avoir attentivement observé le petit animal pendant une dizaine de minutes, il avait constaté que l'intention suicidaire s'était évaporée et il est retourné à la clinique raconter son histoire à Binswanger. Pour Binswanger, un nouveau thème, vous voyez, il n'y a pas de contenu psychique à l'expérience mélancolique, un nouveau thème, voir la belette, a remplacé et annulé le thème suicidaire, qui était sa guérison mortelle, mais qui lui donnait au moins un à propos de quoi de l'expérience, une pensée, si vous voulez, relativement stabilisée, un contenu d'expérience, une présentation qui a pu s'appuyer sur une rétention même négative, encore jamais vue, et une protension, donne-toi le temps. Donc à la fois quelque chose qui viendrait du passé, du futur, donc un temps présent, soit uniment une temporalisation au présent et donc un pouvoir-être, tout comme à l'inverse, le projet suicidaire, cette guérison mortelle, avait pu le produire. Comment la présence parlante du thérapeute peut-elle, pour le mélancolique, forcer sans jamais l'y contraindre l'émergence d'une apprésentation qui ouvre le rien? Le dernier livre de Maldinet s'appelle « Ouvrir le rien ». Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose peut-être de faire le deuil. Moi, je me dis un peu ça, de sa furor sanandi, vous savez, Freud a beaucoup écrit. Faire le... Peut-être offrir ça, son impossibilité à tout maîtriser, en particulier cette emprise de la furor sanandi, pour présentifier quelque chose du pur être en vie comme la belette. En fait, il faudrait se faire belette. Mais bon, c'est difficile, quoi. Donc, voilà. J'ai fini. Alors, Fernando accepte l'invitation, mais tard. Ce qui est fait tard ne fait pas tôt, ni forcément noménologique. En fait, c'est un phénoménologique. Alors, postmoderne. Ça tourne au vinaigre de moderne, si je peux me permettre. Bon. Différencier les faits des faits d'Ida, les faits marquants, les phénoménologiques des phénoménopalogiques. Ralentissement dépressif, idéomoteur, trouble du corps vécu, et vous, à votre avis, la vie, ça vaut la peine? La peine est pleine. Comment faire le vide? Laisser la place et l'espace. Alors il y a eu Jésus, puis est arrivé Tatosian, qui a écrit une Bible. Mais alors, contrairement à Jésus, il l'a écrit lui-même. Le vecteur contact des zombies, c'est ces tentatives de vous accrocher. L'acétie est paradépressive, mais attention à la chute. Les parachutes évitent l'éclatement une fois au sol. Collage visqueux à soi, au silence, à la souffrance. L'objet partiel est conservé intouchable dans la dépression. Encore des histoires de morts, de mères mortes, de mères Méditerranée. Des mères, chacun la sienne. Certaines sont casse-pieds, d'autres casse-piennes. Bon, il y a le timide qui est embarrassé du timique, Stimmung. Lire à plusieurs, c'est délire. Rire à peine, c'est prescrire. Alors, le possible est une transe, c'est la transe possible. Quand le mal dit né à la vie, à l'existant, dirait Maldinet. La faute mélancolique est occidentale. C'est l'occident tel qu'on le conçoit, judéo-chrétien. Le conçoit. Est-ce là la mélancolie? La propension, la rétention, la connexion, éviction, propension. Mais bon sens, c'est du bon sens, ça. C'est du bon sens. Le style de la peur ou le style de la perte. Moi, j'ai pas le stylo style, juste le style stylé. Je parle pas de style haut, peut-être de style bas, enfin, tant que c'est pas plat. Alors en conclusion, il faut le dire Binswanger.
La dépression, c'est penser qui mourra. Mais il n'est pas has-been qui mourra. C'est d'actualité, d'ailleurs. Il a écrit un bouquin et qui s'appelle L'Antre. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui frappe à une porte et on lui dit « entre ». Mais si c'était un dessinateur, on lui aurait dit « entrez ». Un seul trait. Bon. Alors, ça, c'est les purs japonais, justement. Bon, alors, pour finir, on peut dire qu'une belette, c'est soignant, hein, bien plus efficient qu'un suicide. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que finalement, pour être soignant, il faudrait devenir des belettes. Merci.